Je prépare ma terreur future de l'aurore. J'éteins les lumières. Je suis dans mon studio. La lumière du soir et les fenêtres éclairées construisent des édifices compliqués dont toutes les parties sont différentes. Il y en a un tout en hauteur qui ressemble à un cachot. Un autre, à l'entrée d'un théâtre, est une gueule profonde qui ne donne pas envie d'entrer. Il y a des endroits de proportions plus modestes mais en nombre infini, avec des courbes et des recoins de tous côtés. Une lumière à peine perceptible invente tout cela, toutes ces merveilles. Je lève les yeux pour reprendre mon calme. La peur perturbe les sentiments et la perspective. Il y a une rangée de fenêtres hexagonales avec une clarté au centre. Aucune ferrure, aucun bec de canne n'indique comment peuvent ou pourraient s'ouvrir les fenêtres et les portes. On ne voit d'aucun rideau d'aucune sorte, aucune persienne. C'est une maison surélevée par une construction moderne, avec d'anciennes portes cochères, d'étranges vitraux, des moulures à filets dorés dans les angles que je peux imaginer. Mais il n'y a rien à imaginer. Tout est là, s'offrant aux yeux et à l'oreille qui écoute. Au premier étage, un grand chien court, ou plutôt il se repose après avoir couru. J'entends sa respiration essoufflée, avec des interruptions d'à peine quelques secondes. Un chien qui a couru se remet mieux qu'un homme. Il se repose en quelques minutes. Il recommence à promener son souffle dans toutes les pièces. Il effectue un long parcours, va presque jusqu'au fond de la maison. Si la maison a un fond, puis il revient sur ses pas, haletant, et il accélère le rythme de sa respiration. Ce n'est pas un homme. Il me semble que ce chien va mourir s'il continue à respirer de la sorte. Un homme aussi. Il continue pourtant à dévorer l'espace avec sa respiration. Personne n'aime ce chien. Quels travaux lui fait-on faire? J'entends un bruit de planches de bois qui s'entrechoquent, puis quelque chose de plus dur qu'on pose par terre. Un coffre peut-être, puis un autre. De nouveau la respiration du chien qui revient de la place, qui a couru et qui respire à un rythme accéléré. Si je connaissais quelqu'un d'important au conseil municipal, je lui demanderais d'interdire aux gens d'avoir des animaux domestiques, à moins qu'ils ne soient féroces. Mais ce pauvre animal, si doux, que je connais déjà par ses pas, comment peut-on le faire souffrir ainsi? Je l'entends transporter des choses lourdes, pleines de clous et de pointes qui lui entrent dans les pattes, qui se mettent sous sa peau. Lui donne-t-on à boire? Je n'entends jamais le bruit plaintif de sa langue lapant l'eau et les gouttes qui tombent de sa pauvre gueule. Je pourrais écrire un concerto pour piano et violon, illustrant le ton ardent de la voix qui réclame de l'eau après une course. Mais voilà qu'une interruption dans les sons, qu'un cri déchirant me fait penser que le chien a disparu ou qu'il est mort. Je prie le ciel que ce soit pure imagination de ma part. Le bruit a changé de rythme. C'est un bruit féminin de chiffon mouillé qu'on promène sur du bois. On l'entend à peine. Un bruit de chien peut-il se comparer à un bruit végétal? La plante, je la connais. C'est une plante luxueuse du premier étage. Je la vois tous les matins car on la pose sur le carrelage de la terrasse. Mais elle n'aime pas être au soleil.
le soleil. Dans la demi-obscurité de la pièce, je devine les formes qui m'entourent. Il m'est poussé une patte. Je respire comme le chien, je préférerais être une plante. Je porte une jupe. Suis-je une femme? J'ai dans les cheveux les feuilles de la plante avec sa manie du temps. Que veut-elle? Presque rien. Voir le soleil continuer à vivre. Vivre c'est quoi? Vous le savez. La plante le sait peut-être, mais elle n'a ni langage ni voix. Comment pourrait-elle l'expliquer? L'homme a pris une habitude tout à fait inutile. Il faut qu'il explique tout. Peu importe que son explication soit exacte. Ce qui importe, c'est qu'il la donne et si possible qu'elle paraisse dans les journaux. Ceux-ci ont certainement une grande influence sur l'homme. Il n'y en a pas un qui ne consulte son journal pour savoir le temps qu'il va faire aujourd'hui ou demain. Il voit bien le temps qu'il fait, mais cela ne lui suffit pas. Il faut qu'il lise ce qu'en dit le journal. Il constate alors que les prévisions sont fausses. Si elles annoncent du beau temps, il se met à tomber des gouttes de pluie. Si elles annoncent du mauvais temps, le soleil lézarde les murs, fend le socle des statues et fait s'épanouir la corbeille de fleurs du jardin d'acclimatation. Puis le beau temps devient du mauvais temps, comme dans la vie. Le contraire de ce que nous attendions triomphe toujours sur ce que nous attendions, ou vice-versa. A-t-on une raison de croire ce que je dis? Aucune raison. Dieu a fait le monde pour donner du bonheur. Mais ce bonheur, où est-il? Dieu l'a caché avec beaucoup d'art et de sagesse. Je ne peux que le louer pour les merveilleuses incertitudes dans lesquelles il nous laisse la plupart du temps. Personne ne peut simplifier ce qui est aussi simple. Les gens parcourront le monde à la recherche d'anesthésiques ou de remèdes sublinaires. Ils les ont tous à leurs pieds. Ne cherchez pas, crie quelqu'un. Mais personne n'écoute. D'une erreur peut toujours surgir une solution, peut-être étrange mais intéressante. L'homme s'inquiète ou se réjouit immodérément. Mais comme la plante qui refuse l'arrosage, car elle préfère rester à l'ombre d'un arbre, ou comme le chien qui seul peut se forger une extrême sérénité, parce qu'il n'a qu'un seul maître, et s'il pouvait applaudir, il l'applaudirait, mais il n'a jamais pu le faire, car il ne peut que remuer la queue pour manifester sa joie. Mais qui peut vivre de si peu? Je crois que le monde est très étrange. En existe-t-il un autre si bizarre, aussi contradictoire? Je regarde la patte qui m'est poussée. Je ne sais pas ce qui va se passer quand s'allumera la vraie lumière et que je cesserai d'être dans cette semi-obscurité, si pleine de surprises, si riche d'inventions. La peur de ma peur me fait peur. Cette phrase absurde est une phrase mémorable dont je me souviendrai comme doivent s'en souvenir les voleurs emprisonnés, les criminels qu'on n'a pas découverts, les femmes qui aiment un autre homme, qui est celui qu'on trompe, les enfants dans l'obscurité terrifiante de la nuit ou à la cime d'une haute montagne qui offre le suicide à n'importe qui. Les chiens savent-ils ce qu'est la peur? Je les ai vus trembler, ou plutôt je les ai entendus, et voici que le chien se met à trembler. Il revient avec son souffle effrayant d'animal sauvage. Au lieu de respirer avec une angoisse passionnée, maintenant il tremble. J'entends son tremblement qui bat contre les lattes du parquet. J'entends le soupir impatient de son espoir. Qu'espère-t-il? Je n'ai jamais su ce que pouvait espérer un homme. Comment pourrais-je savoir ce qu'espère un chien? Un chien que je ne connais pas.
Très souvent, je mangeais la mie de pain où j'effaçais sans le vouloir ce qu'il y avait de mieux dans mon dessin et je repassais du fusain sur les lignes les plus maladroites que je corrigeais en rejetant ma tête en arrière, les yeux mi-clos, geste que je voyais faire aux peintres et à la maîtresse. Je me levais et allumais la lumière électrique. La patte qui m'était poussée était là à mes pieds, remplaçant l'un de mes pieds. C'était sans aucun doute une patte de chien ravissante, avec des ongles recourbés, le poil blanc et gris sortait d'entre les griffes. Cela ne m'étonna pas. Le chien respirait, sa poitrine montait et descendait au rythme spasmodique de son anxiété. Je m'agenouillais près de lui, je le caressais, je lui parlais à l'oreille. Il me regarda, l'air soumis. Moi, je ne voulais pas de soumission, je voulais de la compagnie et de la tendresse. Ne bougez pas, lui dis-je. J'allai chercher un crayon et du papier, je me mis à le dessiner très sérieusement. Il me lécha la main pour me porter chance. Mais je ne savais pas quoi faire de cette patte inexorable qui était en train de me transformer en chien. Transforme-moi de nouveau en femme, dis-je au chien, comme j'étais quand je t'ai rencontré. Il me regarda sans rien dire. Je compris. Alors je me jetai à ses pieds et je me dis, se rendra-t-il compte que je suis un chien? Je m'endormis si profondément par terre, la tête posée sur le carrelage, que je n'entendis pas qu'on mettait le couvert pour le déjeuner. Quelqu'un passa sa tête par la porte et demanda. Il n'y a personne, personne, répliquai-je. Je ne crois pas, excusez-moi, je croyais qu'il n'y avait ici que le chien. Est-ce que je me trompe? Non. Comment voulez-vous vous tromper? Il y a ici des chiens et des personnes, et les chiens valent autant que les personnes. J'ai dit l'autre jour que si je connaissais quelqu'un d'important au conseil municipal, je lui conseillerais d'interdire aux gens d'avoir chez eux des animaux domestiques et de leur permettre d'avoir des animaux sauvages. Ai-je raison, oui ou non? Bien sûr que oui, déclara une femme que je ne connais pas. Je caressais le chien et je sentis alors que son poil était doux comme l'herbe qui, lorsqu'il pleut, m'enchante, et je sortis de ma chambre en courant, comme si Dieu m'aidait à devenir chien. Je n'étais plus la même personne. Je me couvris de poils et de pattes aux ongles effilés. Ma respiration se remit à vivre avec la même passion, et je la sentis battre dans ma poitrine avec véhémence. Je ne pris congé ni de mon bureau, ni de mon atelier, ni de rien, si ce n'est de ma liberté absolue. Il était clair que j'étais un chien esclave de son maître semble être amoureux. Quand il est seul, il regarde par la fenêtre, mais si la voix de celui qui l'attend l'appelle, d'un bond il franchit l'abîme inexplicable de l'absence.